Il y a quelques temps, je vous ai parlé de Livret P, une solution d'épargne immobilière. Donc en fait, au lieu de placer de l'argent sur un livret A, donc avec un rendement de 1 à 2%, donc ce serait plutôt de le placer sur Livret P, ou en tout cas une partie de cette épargne-là sur Livret P, donc pour avoir un rendement allant de 4 jusqu'à 6% d'ailleurs. Et donc cette solution-là, eh bien j'ai rencontré le fondateur Nadim, où j'ai fait une petite interview. Donc j'ai posé plein de questions aussi que vous avez posées en commentaire de la première vidéo que j'avais fait où je présentais justement cette solution-là. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec l'interview complète. Bonne nouvelle, donc deux bonnes nouvelles justement avec Livret P. Ils ont finalisé donc leurs 2 premiers achats de biens qui sont déjà loués. Et une dernière chose, ils vont bientôt être régulés par l'AMF. Donc bref, des bonnes nouvelles. Et donc si vous voulez en savoir plus sur un petit peu l'aventure de Livret P et sur le fondateur, eh bien je vous laisse avec l'interview. Salut Nadim, comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis très heureux d'être là. Eh ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc sur la chaîne, on avait déjà présenté Livret P. Donc Nadim est fondateur de Livret P. C'est un placement, en lien avec l'immobilier, mais tu vas nous rappeler un petit peu ce que c'est. Et donc vous avez posé pas mal de questions. J'ai aussi pas mal de questions que j'avais envie de poser à Nadim. Et donc c'est tout le but de cette vidéo. Donc on va en parler tout de suite. Donc déjà Nadim, bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est Livret P et quel est le service que fournit Livret P, quoi? Alors, avant de parler du Livret P, quelques mots sur les fondateurs. Donc, on est 2 associés à la base du projet. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. On a tous les 2 de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, pour ma part, j'étais cofondateur d'une boîte qui s'appelle Crédit.fr, qui était numéro 2 du prêt participatif, du crowdfunding aux PME en France, qui a été revendu à Tikehau Capital. J'ai monté pas mal de boîtes derrière. Et puis, mon associé aussi a passé les 13 dernières années dans la Silicon Valley. Donc, on vient un peu du monde de l'entrepreneuriat. Et on est aussi tous les 2 investisseurs immobiliers à part entière. D'accord. Avec rien qu'à mon actif, une douzaine d'opérations immobilières ces 3 dernières années. Ok. Et qu'est-ce qui vous a réuni pour ce projet commun? Enfin, comment est-ce que vous vous connaissez aussi? Alors, avec Yazid, on s'est rencontrés à San Francisco, dans les bureaux de PayPal à l'époque. Je faisais investir PayPal dans leur premier investissement dans une boîte de blockchain, qui s'appelle Cambridge Blockchain, une boîte pour laquelle j'ai travaillé. Ils avaient mis $2 millions. Et donc j'avais rencontré Yazid là-bas et on est resté en contact. Et Et l'objectif en fait du Livret P était pour nous de démocratiser l'épargne immobilière. Donc en fait de permettre à absolument tout le monde de pouvoir sortir leur argent des livrets A et des livrets bancaires qui dorment, qui grosso modo ils ne génèrent quasiment pas de rendement. Ouais, le rendement et d'aller est les très placer faible. sur un rendement un peu plus dynamique qui va jusqu'à 6% sur une application mobile très simple à partir de 100 €, sans frais, avec la possibilité de retirer son argent quand on le veut. En fait, c'est le nouveau livret A, nouvelle génération, qui s'adresse à une population jeune, une population qui cherche de la sécurité et de la rentabilité. Ok, donc la promesse de Livret P, c'est un placement qui est simple, qui va du coup jusqu'à 6% de rentabilité, du coup avant fiscalité, donc après net de frais de votre société. Donc on a nos 6%, enfin entre 4 plus 2% après les frais de la plateforme, et après du coup nous on a juste la fiscalité à payer dessus et c'est tout. Alors voilà, donc pour essayer de simplifier un peu le modèle, nous on va aller investir les fonds sur des biens immobiliers. Les biens vont nous générer des rendements de 5, 6, 7, 8% net pour Livret P. On paye dans un premier temps nos utilisateurs, entre 4 et 6%, sachant que la partie de boost, elle n'est pas fiscalisée. D'accord. Ça c'est aussi un point qui est important. Et aussi c'est une nouvelle chose, cette année on va offrir toute la partie imposition, toute la fiscalité à nos utilisateurs. D'accord, donc en 2022, enfin tous les gains générés en 2022, on n'aura pas de fiscalité dessus. De fiscalité et net de frais déjà de base. Ok, et donc comme tu disais, les intérêts bonus, boost, ne sont pas fiscalisés. Tout à fait. D'accord. Ouais, ils viennent en fait dans un système de jeu en fait, et donc ils sont gagnés dans ce sens. D'accord. Et ce qu'il faut savoir donc du coup, c'est que le Livret P va se rémunérer sur le delta, sur la différence entre ce qu'on va payer à nos utilisateurs et ce qu'on va gagner. D'accord, donc il n'y a pas Livret P en premier et ensuite les utilisateurs, c'est les utilisateurs et ensuite nos frais viennent ensuite. D'accord. Nos frais en fait, c'est pas nos frais, c'est pas des frais, c'est notre rémunération, elle vient par la suite. Donc on est dans une optique de générer des biens de qualité. Donc d'acheter des biens de qualité et de vraiment être dans cette optique-là et moins dans une optique de volume comme d'autres plateformes peuvent. D'accord. Parce qu'après, je crois que votre fonctionnement d'un point de vue, on va dire assez technique, c'est que les personnes quand ils vont investir en fait chez vous, en fait ils vont acheter des obligations, c'est ça. Et en fait c'est ce qui rend l'investissement prioritaire par rapport à vous, votre rentabilité. Exactement. Donc ils ont l'hypothèque de premier rang en cas de problème. Donc ils sont remboursés en premier. Ils ont la sécurité de l'immobilier derrière. Donc si demain il devait y avoir un problème avec le Livret P, ils ont la sécurité derrière. Le Livret P leur assure contractuellement
les 4% minimum jusqu'à 6%. Okay. Et c'est derrière aux utilisateurs d'aller se connecter sur l'appli toutes les semaines, de jouer à la Question of the Week que tu connais bien, et de pouvoir derrière booster leur rendement et d'atteindre les 6%. D'accord. Et alors du coup, il y a plein de gens qui, aussi pas mal en commentaire sur la première vidéo où je présentais LivreP, me demandaient en fait finalement c'est quoi la différence entre LivreP et Brix. Donc Brix, peut-être que vous connaissez, en gros leur modèle et ce qu'ils essaient de vendre, c'est l'investissement immobilier à faible coût où on peut investir dès 10 € avec une rentabilité allant de 5, 10, peut-être 15% par an. Donc c'est ce qui est annoncé. Après c'est peut-être pas forcément la réalité, mais en tout cas c'est l'annonce. Et du coup en fait plein de gens me posent la question, c'est quoi la différence entre LivreP, entre Brix? Pourquoi choisir l'un, pourquoi choisir l'autre? Voilà, c'est quoi comment tu verrais la différence entre les deux, quoi? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que LivreP ne promet pas la lune. Donc, quand on parle de rendement dans l'immobilier de 4, 5, 6%, on est sur des rendements qui sont quand même assez dynamiques, mais qui sont cohérents avec des biens immobiliers qu'on achète. Une grosse différence qu'il peut y avoir avec Brix, c'est que nous, on va aller sélectionner des biens dans des centres-villes de villes majeures en France. Là, on a nos deux premiers biens, on en parlera tout à l'heure, à Villejuif et à Nanterre. On est à 2 minutes des métros, on a une liquidité qui est très forte sur ce bien-là, c'est-à-dire si on veut le louer, on peut le louer en quelques heures, et si on veut le vendre, on peut le vendre en quelques heures. Le bien de Nanterre, on a mis l'annonce, on a mis l'annonce en 24 heures, on avait plus de 50 demandes de location dessus. Donc ça a pris très très bien. Ça montre aussi que on a une marge pour même négocier aussi les loyers plus, si vraiment demain mettre des loyers plus élevés. Notre objectif n'est pas non plus de profiter des locataires, c'est d'avoir un bon produit, un bon père de famille dynamique qui va aller nous proposer des rendements de 6% voire plus. Mais on ne va jamais promettre des rendements à 2 chiffres sur de l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre rémunération, elle est à 2 niveaux. Elle est au niveau du différentiel entre les rendements qu'on génère et les rendements qu'on paye, mais il y a aussi la plus-value latente, la plus-value future des biens. Et cette plus-value, elle est d'autant plus importante que quand on investit dans des biens bien sélectionnés, avec une bonne localité finalement. En fait, on dit l'immobilier c'est l'emplacement, et vous prenez l'emplacement. Il n'y a pas de secret. Donc là actuellement, vous avez donc 2 biens qui sont déjà loués. Donc à Villejuif et à Nanterre. Et du coup, comment tu gères la location? Est-ce que c'est toi directement? Enfin, est-ce que c'est LivreP qui gère la location ou est-ce que c'est une société? Alors, pour le bien de Nanterre, c'est nous-mêmes qui gérons directement. Donc c'est une coloc de 3 chambres, assez standard. On l'a loué littéralement on a fait une visite. C'était déjà loué quoi. Les gens ils arrivent, ils posent les valises et voilà. C'était très très simple. On a aussi de l'expérience là-dedans. Moi, à titre personnel aussi, je gère personnellement ton parc à toi. Tout mon parc. J'aime bien garder le contrôle. Alors je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir garder le contrôle là-dessus. On a une équipe là qu'on est en train de monter aussi au sein de LivreP pour gérer ce genre de choses. La maison de Villejuif, c'est un peu plus complexe dans le sens où on est positionné sur un système qui s'appelle le co-living, qui est une innovation en elle-même, qui va permettre en fait à des jeunes personnes de pouvoir y habiter au mois. C'est un peu comme la colocation, mais enfin, c'est quoi la différence entre la colocation et co-living? C'est la coloc plus. Donc en fait, tu as un contrat mensuel, tu peux donc tous les mois tu peux. Ah d'accord, c'est un bail de mensuel quoi. Exactement. Ah d'accord. Donc en fait c'est des baux que tu peux couper tous les mois. Tu as des prestations de qualité. Et généralement, tu arrives littéralement avec tes valises, les draps sont fournis. Tout est inclus, c'est le ménage, etc. Tout est inclus, mais donc du coup, ça te coûte plus cher. C'est un peu comme finalement, c'est comme si on prenait en fait entre, je dirais, la colocation et le Airbnb un petit peu. Alors pas vraiment parce que le Airbnb, tu peux aller louer un appartement pour toi tout seul, mais on est aussi dans un système de vivre en communauté. D'accord. Donc c'est très important en fait de garder ça avec le Covid. Les gens ont réalisé que qu'ils étaient assez seuls quand on est dans son studio, dans son appart, tout seul, etc. Et ils avaient besoin d'être entourés de gens. Et donc du coup, ça s'est démocratisé d'autant plus en Europe, alors que ça existait déjà bien en France. Aux États-Unis. Et ça s'est démocratisé en Europe, en France. Et on a une boîte comme Colonize, qui est leader sur le marché en France dans le co-living, qui est notre partenaire sur cette maison, qui gère la maison pour nous, qui a déjà loué l'entièreté de la maison à une société, qui l'a loué pour 9, parce qu'il y a 9 chambres, 9 de ses salariés. Donc là, on a un bail d'1 an minimum
avec cette société au prix fort, entre guillemets. Super, donc du coup c'est vraiment géré. Alors là pour le coup c'est hyper simple parce que là c'est Colonize qui vous gère vraiment la partie gestion locative de ce bien-là. Et nous on a 6% de rendement net dessus, sans compter, j'insiste là-dessus, la plus-value latente du bien en lui-même, sachant qu'on l'a acheté, alors de mémoire c'était 20 ou 25% en dessous du prix du marché, et qu'aujourd'hui on a un bien qui est loué qui nous génère 6%. Si on devait le vendre à une société, un investisseur ou autre, on sait qu'on serait capable de générer entre 100 et 150 000 euros de plus-value là aujourd'hui. En quelques mois après l'avoir finalisé. Donc c'est très prometteur même pour les prochains, etc. Exactement. Il y a juste un point, parce qu'on parlait de Brix tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé de l'emplacement et des biens qui sont choisis, qui a une énorme différence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avec le livret P, nous on assure la liquidité des biens, la liquidité des fonds investis. Donc toi en tant qu'utilisateur, tu viens pour tester 100 €, tu peux les récupérer quand tu veux. Tu vas mettre 10 000 €, tu peux les récupérer quand tu veux. On a vraiment. C'est pas bloqué 6 mois, 1 an, etc. On a mimé le fonctionnement du livret A et on l'a adapté au livret P. D'accord. Et donc nous derrière, on se charge d'assurer cette liquidité. Donc on a une poche de liquidité qui est disponible pour nous permettre de faire sortir les utilisateurs quand ils le veulent. Et alors donc le fonctionnement un peu de cette poche là, pour ceux qui veulent aller un peu dans la technique, c'est à peu près quoi? C'est 10% je crois des fonds investis, des fonds récupérés qui sont toujours gardés en liquidité. Dès l'instant où il y a des gens qui vont vouloir retirer. Le cas, ça c'est une question qu'on m'a posée, le cas extrême, imaginons tout le monde veut retirer son argent. Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi ce qui nous sécurise, on va dire? Alors, si tout le monde voulait retirer son argent, forcément, on ne pourrait pas rembourser tout le monde de manière immédiate. Donc, ce qui se passerait, c'est qu'au-delà de cette poche de 10%, on mettrait tous les utilisateurs ou les investisseurs en file indienne en fonction de la date de demande de sortie. Et on les sortirait soit, si jamais on a de nouvelles entrées, donc des gens intéressés, donc D'accord, donc là on a des liquidités, c'est ça. Donc c'est un peu un marché secondaire où on a des gens qui vont rentrer, donc ils vont permettre aux autres de sortir. Sinon, il nous faudra le temps de liquider un ou certains biens. Le montant demandé pour retirer. Exactement. D'accord. Ce qui nous permettrait de faire sortir les gens au capital et la plus-value générée. C'est top. Et alors pour ceux qui justement se posent cette question sur la sécurité, aujourd'hui vous en êtes tout dans les étapes de réglementation, etc., régularisation. Donc on m'a parlé aussi de l'AMF, où est-ce que ça en est dans les étapes, etc. Alors, à ce niveau-là, aujourd'hui on rentre dans le système de la directive européenne des prospectus, qui nous permet de lever jusqu'à 8 millions d'euros par an, sans faire de l'appel public à l'épargne. D'accord. Donc 8 millions d'euros par an, avec un effet de levier de 50%, ça nous permet d'investir à peu près 15 millions d'euros sur une année. C'est-à-dire qu'en gros, vous récupérez maximum 8 millions par an auprès d'investisseurs qui utilisent l'application, et après, les banques peuvent vous prêter le complément à hauteur de 50% de ce que vous avez investi. Exactement. Donc là, pour l'instant, notre objectif était aussi de valider le modèle, de tester, est-ce que les gens sont intéressés, est-ce que le rendement est suffisamment bon pour que les gens veulent investir, etc. Et on voit qu'il y a un vrai engouement. Il y a un réel engouement, on l'a vu durant l'été, on n'a quasiment pas communiqué, tout le mois d'août on n'a pas du tout communiqué, au mois de juillet on n'a quasiment pas communiqué, et on a eu des milliers d'utilisateurs en plus sur l'application. On voit que les gens parrainent énormément, ils ont la possibilité de gagner et de l'argent et des boosts ou un rendement supplémentaire en plus. Et puis les gens en fait parrainent parce qu'ils aiment bien l'appli, ils se sentent bien et ils ont envie d'en faire profiter leurs proches. Au-delà de cela, on va mettre dans les prochaines semaines en place de nouveaux éléments qui vont nous permettre en fait d'être régulés par l'AMF. On communiquera dessus en temps voulu. Super. Et qui nous permettra en fait de faire sauter cette barrière de 8 millions d'euros et pouvoir en fait derrière lever sans limite. D'accord, donc là c'est la barrière imposée par l'AMF, et une fois que vous l'aurez passé, vous aurez un peu plafond illimité en termes de levée. Donc là du coup aujourd'hui notre obligation c'est de fournir un document d'information synthétique aux utilisateurs, ce qui est le cas à chaque investissement, c'est des documents qui sont aussi disponibles sur le site. Donc en fait ça explique la structure de la société, ça explique les structures de la société, tu as quoi d'autre? Les investisseurs, le capital, les biens qui ont été investis. Donc vraiment, l'explication de la liquidité, enfin tout le film en fait, on va dire, c'est une fiche technique de l'investissement. Exactement. Donc c'est pas forcément très drôle à lire ou à faire surtout. J'imagine. Je peux t'assurer que c'est le cas. Mais bon, là l'objectif derrière c'est de passer aussi avec le système de prospectus qui nous permet de dépasser ce montant-là. Sous quelques mois on peut l'obtenir auprès de l'AMF. Donc on a commencé à engager des discussions avec eux. Et l'idée, c'est de pouvoir avancer rapidement là-dessus. D'accord. Et donc là, en termes de sécurité, c'est un super point, ça nous sécurise vachement en tant qu'investisseur. Puis il faut aussi garder en tête qu'il y a la sécurité de l'immobilier derrière, qui est là aussi pour
sécurisé pour garantir en fait le capital des utilisateurs. Il faut savoir, enfin, il y a l'immobilier en tant que tel, il y a l'emplacement des biens qu'on a choisis qui est aussi ultra important. Parce que comme tu dis, c'est très liquide, donc ça sécurise indirectement, on va dire, l'investisseur derrière. D'accord. Et si les gens qui ont envie de transparence, alors l'avantage, enfin justement la petite différence par rapport à Brix qu'on n'a pas relevé, c'est qu'en gros Brix, vous allez avoir plusieurs projets sur lesquels vous pourrez investir, mais du coup vous devrez faire votre choix d'investissement. Donc vous aurez des rentabilités différentes, vous devrez analyser. Enfin c'est comme si vous étiez du coup l'investisseur, c'est comme si vous sélectionnez vos actions, vous devez dire bon bah celui-là est bien rentable, celui-là est pas très rentable, celui-là est-ce que la position elle est intéressante ou pas. Donc on a ce choix-là, enfin on a ce devoir-là entre guillemets d'investisseur d'évaluer là où est-ce qu'on va mettre notre argent. Alors que LivreP, l'avantage, c'est que c'est clé en main, donc tu arrives, tu mets tes sous et tu n'as pas besoin de te prendre la tête à savoir bon ben est-ce que ce sera ce placement-là, ce placement-là. L'objectif, c'est vous avez un rendement fixe qu'on vous propose, donc 4 plus 2, donc jusqu'à 6% de rentabilité, donc avant impôt, et vous vous occupez de toute la partie après rentabilité, etc. Il y a aucun frais, donc une grosse différence avec Brix, c'est que Brix va aller prélever des frais sur l'acquisition, sur les travaux, sur les ventes, sur le marché secondaire, etc., sur les locations. Nous, on n'a pas ce système de frais. Nous, certes, on va se rémunérer. Ouais, d'ailleurs, mais sur l'excédent, tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà, donc vous, c'est pas masqué parce que justement, on peut le voir et enfin, on aura accès à ces informations. Enfin, je crois qu'on a déjà accès à ces informations-là. Donc du coup, on peut voir combien est-ce qui est loué les différents biens. Donc en fait, on peut savoir quel est votre delta. Finalement, nous, c'est pas forcément ce qui nous intéresse parce que le but de LivreP, c'est pas un investissement en soi, c'est surtout un livret. Donc le but, c'est de faire travailler son épargne simplement, sans se dire voilà, je vais investir. Parce qu'en fait, si on veut investir, on va plutôt aller en bourse, on va plutôt investir soi-même dans l'immobilier, mais on va pas choisir LivreP. Si on veut faire travailler son épargne autrement que via le livret A ou un livret jeune, etc., là, LivreP est plus intéressant. Et je pense pour l'aspect investissement, ce sera pas le meilleur choix. Enfin, c'est pas ce choix-là. C'est deux choses différentes. On est sur un produit d'épargne et non pas d'investissement. C'est ça, exactement. Et je pense que les deux sont complémentaires. Et il faut garder en tête que là, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'offrir une épargne sécurisée, simple, puisqu'on est via une application mobile. En quelques clics, on a ouvert notre compte, on peut déposer de l'argent très facilement. Tu as déjà testé. Ouais, et en plus, donc par carte, par virement bancaire et même par la connexion directement avec sa banque. Exactement. Exactement. Ça se fait en quelques secondes. C'est incroyable. C'est ça que c'est génial. Et c'est gratuit du coup, parce qu'on n'a pas de frais sur le dépôt. Donc, on n'a pas de frais sur le dépôt, pas de frais sur les retraits. Donc, ça, c'est top. Donc, on a parlé des différents biens que vous avez. Donc là, vous en avez 2. C'est quoi la stratégie d'acquisition des nouveaux biens et la stratégie, on va dire, immobilière globale. Donc là, actuellement, c'est dans les grandes villes, là où ça se loue bien. Mais est-ce que vous comptez faire d'autres types de, par exemple, des bureaux? Quelle est la stratégie immobilière globale, quoi, entre guillemets? Alors, pour le moment, on a décidé de se focaliser sur l'investissement immobilier résidentiel, puisque c'est la classe d'actifs la plus sécurisée, comparé à l'immobilier de bureau ou l'immobilier commercial, qui doit faire face à la montée du télétravail ou même l'e-commerce. Donc, on voit qu'il y a quand même un risque qui est plus important sur ce type d'actifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas à terme, mais notre objectif, c'est déjà de créer un socle d'actifs immobiliers suffisamment solides qui nous permettent derrière de pouvoir proposer à notre communauté le moins de risques possible. Sachant qu'au final, comme on est sur des rendements qui sont fixes pour les utilisateurs, c'est d'une certaine manière notre marge qui est bouffée. C'est ça, c'est vous qui... Là-dessus, on n'a pas de problème avec ça parce que c'est votre travail. On est vraiment dans une optique de limiter le risque. Demain, on pourra aller sur d'autres types d'actifs et on proposera aussi de nouveaux produits à nos utilisateurs d'ici la fin de l'année prochaine. D'accord. Avec on va sortir un peu d'immobilier, aller sur des projets un peu différents. On en parlera à ce moment-là. Ok. Et je pense que ça va beaucoup te plaire. J'imagine. Ce qu'il faut savoir également, c'est que là, donc, on a prévu aussi de nouvelles acquisitions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va aller sur des différents types de produits. Donc ça peut être un immeuble avec plusieurs appartements, ça peut être un appartement à Lyon ou à Marseille qui est déjà loué et qu'on achète. On du a clé en main, clé en main, voilà. On s'embête pas là-dessus. On sait qu'on a une renta intéressante, on est bien. Et donc là, l'objectif c'est un certain nombre de transactions, enfin d'achats par année. Ou de montant de patrimoine, genre tous les ans on veut mettre du coup les 16 millions tous les ans, ou est-ce que... Alors l'idée c'est de faire 15 millions la première année, et ensuite on verra, et ensuite après c'est par opportunité. On aura fait sauter le plafond au niveau réglementaire. Ah d'accord, donc là on après... aura plus cette problématique. Mais là l'idée c'est d'atteindre les 15 millions assez rapidement, donc les 8 millions d'investissement de nos utilisateurs. On voit aujourd'hui qu'il y a un engouement qui est croissant. On essaie de surfer un peu sur cette vague-là pour essayer de démocratiser davantage l'épargne immobilière. Ok, c'est très clair.
Et est-ce que tu penses que tu vas rester en France ou est-ce que peut-être que vous allez acheter ailleurs éventuellement? Bonne question aussi. On va probablement aussi aller acheter ailleurs. Ouais. On va aussi ouvrir le livre épais l'année prochaine à des pays limitrophes, comme la Belgique, l'Allemagne. Ce sont des pays aujourd'hui qui n'ont pas de livret A ou d'équivalent au livret A. D'accord. Et donc qui seraient d'autant plus friands d'un produit comme le livret épais. Donc là, avec la régulation AMF, bon, ce sera génial parce que là, plus de limitation et tout le monde pourra venir. Quoi. Et donc là, derrière, il faudra bien entendu l'adapter, le passeporter dans chaque pays au niveau réglementaire. Bien sûr. Mais on a ce qu'il faut en interne pour travailler là-dessus. Ok. Et qu'est-ce que tu penses actuellement des prix de l'immobilier? Parce que là, ça fait des années que, justement, après le Covid, et puis même l'avènement un peu des investisseurs qui prônent justement la rentabilité avec, du LMNP, etc. Bref, on a de plus en plus d'investisseurs IMO. Ça fait, je pense, alors il y a un tout, mais je pense que ça fait monter, grosso modo, vachement le prix de l'immobilier. Est-ce que tu penses que dans les grandes villes, ça va continuer à grimper? Ou est-ce que tu penses justement qu'on n'a pas atteint un plateau, que ça va peut-être baisser un petit peu parce que les gens ils peuvent plus acheter? Ou qu'est-ce que tu penses de l'évolution des prix? C'est une très bonne question. Grosso modo. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Le premier, il faut différencier Paris avec les grandes villes. Tu sens qu'il y a vraiment une différence? Il y a une vraie différence qui n'est pas illogique, parce que Paris, ça reste une capitale européenne. Économique aussi. Au niveau économique, au niveau des études, donc il y a le pool d'étudiants le plus important en Europe continentale. Au niveau des actifs, du marché du travail, et aussi c'est une capitale touristique. C'est la ville la plus touristique au monde. Ouais. Donc là, les touristes, ça n'a pas baissé. Donc avec le Covid, on a vu que ça a baissé. On a vu aussi que du coup que les prix à Paris ont baissé de quelques pourcents, entre 1 et 4% en fonction des régions. Mais on reste quand même sur des fondamentaux qui sont très solides. D'accord. Donc, à mon avis, et encore une fois, je pense que chaque personne aura un avis différent. Bien sûr. Le prix de l'immobilier à Paris n'a pas forcément vocation à baisser. Le prix de l'immobilier dans les grandes villes, on le voit à Marseille notamment, est en train de rattraper. Mais on rattrape pas Paris, mais on rattrape. Mais ça monte très vite. Même Bordeaux, Bordeaux, ça monte à une vitesse là. Fait 4-5 années, c'est presque 10% par an. Enfin, je sais pas, je peux pas vous dire, mais c'est très très. J'ai acheté mon premier appart à Bordeaux. Alors je voulais l'acheter en 2014, j'avais pas pu l'acheter parce que pour le financement, etc. En 2016, je l'ai racheté. J'ai acheté dans les Chartrons, tu vas connaître, à 3 000 € le mètre carré. Aujourd'hui, je pense que je suis à 6. C'est ça. Entre 6 et 7. Ça dépend de la qualité du bien, mais c'est ça. Franchement, à 6 000, à moins de 5 500, c'est très dur. Et donc ça s'est fait en 6 ans. Donc voilà. Pour dire, tu mets une x2 en 6 ans, bon là, c'est un placement de ouf, quoi. C'est quand même pas mal. Alors, il y a Marseille qui est en train d'augmenter énormément. On a des villes comme Montpellier. Mais pas que, même les petites villes de province. Moi, j'ai acheté pour le moment qu'un seul appartement. Déjà, celui que j'ai acheté, j'ai un ami qui a fait plus de 10 000 € sur un achat à 30 000. Donc ça fait, la règle de 3, quasiment 30% en un an. Donc lui, en 2 ans. Donc c'est quand même énorme, quoi. Ensuite, tout est une question de stratégie. Mais bon, donc du coup, à mon avis, les prix n'ont pas forcément vocation sur un trend. Sur un train de 10 ans, n'ont pas vocation à baisser. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec la hausse des taux, le prix de l'immobilier peut chuter dans les prochaines années. Mais ça créera peut-être des opportunités plutôt que faire une baisse. Donc une baisse des prix veut aussi dire un rendement plus important. Tout à fait. Et donc nous, derrière, si on est capable d'avoir un rendement plus important, on va répercuter une partie de ce rendement positif sur notre communauté. Ok. Et donc du coup, augmenter même le taux de base. Je comprends, ok. Écoute, je pense qu'on a vu déjà plein de sujets dans cette vidéo. Merci Nadim. Si ça vous intéresse d'investir sur Livre Épais, alors soit vous pouvez voir la vidéo descriptive complète de Livre Épais que je vous mettrai en description de cette vidéo. Sinon, vous avez un bonus de 10 € en déposant 100 € pour ouvrir votre compte Livre Épais. C'est hyper simple, donc dépôt par carte bancaire, prélèvement ou directement connexion par la banque. Je vous mettrai aussi un lien en description. Et alors dernière. Voilà, faut pas oublier le code. Quand vous inscrivez, vous avez un code pour justement activer ces 10 €. Et une dernière chose que je tiens à préciser, alors ça c'est une question qu'on m'a pas mal posée aussi, c'était est-ce qu'on peut mettre son dépôt et directement retirer l'argent? Évidemment que non, parce que sinon c'est vrai que Livre Épais, en gros, donne des chèques, des billets de 10 € à tout le monde. Donc ils vous avez mis en place une petite sécurité, voilà, de 6 mois où en fait faut déposer 100 €, vous pouvez attendre 6 mois et ensuite faire un retrait de 10 €. Sinon, si vous demandez tout de suite votre argent, eh bien vous aurez pas les 10 €. Donc alors, attention, on peut retirer son argent
Quand on veut. Les 100 euros, on peut les retirer quand on veut. Ok. Sauf que les 10 euros de bienvenue, c'est ça. C'est ces 10 euros-là qui sont bloqués pendant 6 mois. Bien sûr. À condition d'avoir au minimum 100 euros sur son compte, ce qui est logique. L'objectif, en fait, étant pour vous de tester l'application et de pouvoir mettre une partie de son épargne. Faut aussi participer parce que on va pas vous donner 10 euros pour, on va pas vous rémunérer 10 euros si vous n'avez pas aidé, on va dire, Livrepay à se développer, quoi, tout simplement. Écoute, merci Nadim. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je transmettrai ou sinon j'y répondrai comme je pourrai. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci.